État de surveillance. Avez-vous déjà entendu parler de Pokémon Go? J'imagine que face à l'effervescence qu'il y eut pour ce jeu, c'est le cas. Et sinon, ce n'est pas grave. Vous vous doutez qu'après avoir posé cette première question, je vais vous en dire davantage. Pokémon Go a été initié par l'entreprise Niantic Labs, dont le propriétaire, John Hank, avait déjà été exposé à des scandales avec Google Street View. Je vais en reparler. Le fameux jeu fut donc lancé pour le public en juillet 2016, recevant des subventions d'Alphabet, la maison mère de Google, parce que c'est là que fut incubé le jeu, ainsi que de la part de Nintendo et de la Pokémon Company. Le succès fut immédiat. Après son dévoilement en septembre 2015 devant le Wall Street Journal, avec comme à l'habitude dans cet état de surveillance l'emploi d'euphémismes trompeurs, le jeu devint en une semaine seulement le jeu le plus téléchargé aux États-Unis à l'été 2016. La promesse de Hank devant les journalistes, à savoir qu'il n'y aurait pas de publicité, signifiait seulement un déplacement de celle-ci vers une autre dimension. En effet, Niantic passa des contrats avec McDonald's, Starbucks, qui proposa son Pokémon Go Frappuccino, ou encore une compagnie d'assurance en Angleterre, qui annonçait, ouvrez les guillemets, ne laissez pas un accident vous empêcher de tous les attraper. Fermez les guillemets. Sauf que les individus jouant au jeu ne se rendaient pas uniquement dans des points de vente sponsorisés comme ceux que je viens de mentionner, mais aussi dans des lieux inadéquats, tels des propriétés privées, et même des bases militaires. L'analyse du journaliste de BuzzFeed, Joseph Bernstein, quelques jours après le lancement était perspicace. Celui-ci dit que, ouvrez les guillemets, comme la plupart des applis qui fonctionnent avec le GPS de votre smartphone, Pokémon Go en sait beaucoup sur vous, puisqu'il vous suit au cours de la partie. Où vous êtes allé, comment vous y êtes allé, combien de temps vous êtes resté, et qui était avec vous. Et comme nombre de développeurs d'applis de ce genre, Niantic conserve ces données. Fermez les guillemets. Joseph Bernstein ne fut pas le seul à s'inquiéter dès les premiers jours qui suivirent le lancement du jeu. Le site d'information spécialisé TechCrunch émit également des inquiétudes concernant les pratiques de Niantic Labs qui venaient de dévoiler, à des millions d'individus insouciants et insouciantes, sa magistrale expérience sociale. Mais assez parlé de Pokémon Go. Il y en a bien trop à dire, et je ne voudrais pas m'éterniser sur ce cas en particulier, mais bien sur le phénomène qu'est le capitalisme de surveillance. John Hank, pour revenir à lui, fut l'instigateur de l'application Keyhole, dont le principal investisseur était In-Q-Tel, la société d'investissement de la CIA, et qui est par la suite devenue Google Earth, que l'on connaît aujourd'hui si bien. Il était également patron de Google Street View, connu ou méconnu pour ses scandales, dans Spy-Fi. Après un départ aux États-Unis en 2007, l'entreprise fit des tumultes dès 2009, en Allemagne et au Japon. Mais Hank rétorqua alors qu'il s'agissait là d'intérêts contraires à la liberté d'expression, assimilant les détracteurs de son entreprise comme étant des sociétés d'information fermées et autoritaires. En avril de la même année, des citoyens et des citoyennes anglais et anglaises protestèrent contre l'entreprise en bloquant une de leurs voitures chargée de cartographier le terrain. Mais ce n'était pas tout. Un an plus tard, on découvrit que non seulement les voitures de Google cartographiaient le terrain, mais de surcroît captaient des noms, des numéros de téléphone, des informations bancaires, des mots de passe, des messages, des courriels, les comportements de navigation, les photos, vidéos privées, etc. Ceci fait la une des journaux, et l'on pensait alors qu'il en était fini de Google, mais l'entreprise est désormais plus puissante que jamais. Sauf qu'avant de parler d'aujourd'hui, retournons encore un peu dans le passé. En 2012, la Suisse, le Canada, la France et les Pays-Bas poursuivirent Google en justice. Comment? Alors, pendant que Google fut qualifié de Big Brother pendant un temps, l'entreprise a-t-elle pu autant prospérer jusqu'à devenir alliée du Canada et de la France, qui quelques années plus tôt, l'a traînée en justice? En fait, il ne s'agit pas uniquement du Canada et de la France, mais de davantage de pays, notamment ceux des Five Eyes, l'agence de renseignement partagée entre les États-Unis, le roi, l'Angleterre, la reine et leurs trois pionceaux, qui sont respectivement le Canada, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Cette agence est avant tout chapeautée par les États-Unis, qui en matière de renseignement sont les plus avancés. On peut tout de suite penser à la CIA ou à la NSA. Toutes deux bien connues,
pour leur dévotieux projet ayant grandement permis à l'humanité de progresser. Retournons dans le passé plus lointain pendant un temps. En 1971, le sous-comité sur les droits constitutionnels du Sénat, aux États-Unis donc, lançait une enquête sur, ouvrez les guillemets, une palette de programmes destinés à prédire, à contrôler et à modifier les comportements humains. Fermez les guillemets. La population états-unienne était alors soucieuse de ce qui se déroulait dans les pays communistes. Rappelez-vous que c'était alors la guerre froide, et que les techniques de manipulation du comportement dans les pays ennemis inquiétaient les Occidentaux. C'était que dans le plus grand secret avaient lieu les mêmes pratiques ici aussi, aux États-Unis bien sûr, mais aussi au Canada et au Royaume-Uni. C'était, encore et toujours, la CIA qui dominait dans ces pays-là. Mais qui est donc l'ennemi ? À la même manière que le projet Manhattan vit le jour à la fin de la Seconde Guerre mondiale suite à la lettre envoyée par Einstein, lettre pour laquelle il s'en voulut toute sa vie, le projet MKUltra vit le jour en 1953 avec 25 millions de dollars, aujourd'hui environ 250, suite à l'inquiétude que les ennemis créés de toutes pièces étaient en avance sur eux. C'est finalement 4 ans après que le comité se soit réuni, en 1975, que les premières révélations sur le projet éclatent, et ce dut être une claque monumentale pour les citoyennes et les citoyens de ces 3 pays. Cependant, les invectives de la CIA se poursuivirent ensuite dans les prisons, hôpitaux psychiatriques, classes, usines, institutions pour jeunes handicapés, etc. Vient enfin un événement qui marqua la nation des États-Unis pour le restant de son histoire. Je tiens toutefois à dire que les nations, tout comme les individus, peuvent avoir des problèmes de santé mentale en tant que mythe, et que ces problématiques-là ont été exacerbées par l'expansion fulgurante du nombre d'outils entre les mains des individus et des nations. Si le contrôle du comportement humain était mal perçu hier, qu'en est-il de nos jours ? Cet événement, qui comme dans un précédent texte, je prends du temps à dévoiler, bien qu'il soit totalement différent, pourrait être la définition de la stratégie du choc, telle que définie par Naomi Klein. J'en ai fini avec mon suspense à la noix, qui peut-être vous a poussé à vous interroger sur quel peut-il bien être, et je suis persuadé que certains et certaines d'entre vous auront déjà compris de quel événement je veux parler. Il s'agit de la conséquence de plus de 30 ans de conflit entre les États-Unis et des pays du Moyen-Orient, ayant finalement abouti à l'attentat du 11 septembre 2001, dont je vais vous reparler lorsque je traiterai des médias. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur cet événement qui aura permis l'exceptionnalisme de surveillance, une stratégie du choc, justifiant désormais la menace terroriste et l'extrémisme, dans lesquels on peut inclure tout comportement représentant une menace pour l'ordre établi, à des fins d'espionnage, d'exploitation de l'individu et de ses failles, le ou laquelle n'étant plus considérée, mis à part pour les profits que génère son comportement, de guerre économique aux entreprises, etc., la CIA avait alors le champ libre pour catalyser la société, comme elle l'eut un demi-siècle durant. En 2017, je l'ai déjà évoqué, fut signé un contrat entre les différents pays composant les Five Eyes, et Google, Facebook, Twitter et Microsoft, en prenant évidemment le soin, je ne sais vraiment pas si j'ai envie de rire ou de pleurer, de protéger les valeurs démocratiques ou humaines qui leur sont si chères. Bien que n'étant pas dans leurs bottes, je doute très fortement qu'ils et elles, les membres des gouvernements, ont fait ces choix-là de manière inconsciente, en ignorant les pratiques de ces géants pour qui il n'existe aucune éthique ou morale. Ce que je soupçonne, et je peux avoir tort, c'est pourquoi je ne m'avancerai pas trop loin, c'est que les pays occidentaux ont l'air d'avoir peur des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, surtout 3 d'entre eux, le RIC. Non, pas le Ricard, juste le RIC. La Chine, pays le plus puissant parmi ceux-là et même du monde, a les capacités, dans une société tournée vers les technologies modernes, d'évoluer beaucoup plus vite. L'intelligence artificielle et ses algorithmes, qui reposent sur un minutieux et fastidieux entraînement, peuvent progresser beaucoup plus vite, là où la population dépasse le milliard et qu'il y a un contrôle indescriptible de celle-ci à travers la reconnaissance faciale, le crédit social, etc. Je crains que, à l'avenir, nous laissant dominer par les technologies du numérique, nous en venions à basculer vers un système similaire à la Chine, bien plus subtil,
mais toutefois bien présent jusque dans chacun de nos moindres mouvements ou clignements. Tout va bien tant et aussi longtemps que la population ne s'en rend pas compte, tant qu'elle est maintenue ignorante, et dans son cocon composé de bagatelles, où elle n'a plus de temps, excepté sur les réseaux qui nous maintiennent éloignés, d'exprimer ses frustrations quant à la société. Il semblerait que nos dirigeantes et nos dirigeants, inquiets et inquiètes de la place que pourrait prendre la Chine sur la scène mondiale, avec son allié la Russie, tentent par tous les moyens de rivaliser avec eux, la guerre froide n'ayant jamais pris fin. Et pour rivaliser, nos têtes dirigeantes n'ont désormais d'autre choix que de développer l'intelligence artificielle et leurs algorithmes à leur tour. Pourtant, on dirait qu'il y a un soupçon d'espoir. Je ne cherche pas à vous vendre du rêve, ni à vous faire peur, et j'espère de tout mon cœur que ce n'est pas le cas, d'un côté comme de l'autre. Je n'ai rien d'un messie, ni d'un prophète de malheur. Je ne suis qu'un individu lambda, mais je digresse. S'il y a de l'espoir, c'est parce qu'il paraîtrait qu'en avril 2021, il en était fini de la récréation pour les géants du web. Steven Guilbeault, actuel ministre fédéral de l'Environnement et ministre du Patrimoine à ce moment-là, voulait légiférer sur la question. Mais vous connaissez aussi bien que moi la lenteur du pouvoir législatif. Paradoxalement ou non, en janvier 2022, le gouvernement fédéral augmentait le pouvoir de la police en la dotant de nouveaux et formidables jouets, créés en partie par Peter Thiel que je mentionnais il y a de cela quelques jours. Palantir, dont je viens de mentionner un de ses fondateurs, et que vous connaissez peut-être déjà, est l'un de ces joujoux dont a récemment été gratifiée la police canadienne, mais les portes du Québec n'ont pas encore été atteintes, et heureusement. Pour l'instant, cela se cantonne à quelques postes de police, comme à Edmonton, Calgary ou encore Ottawa, qui essaient de devenir plus performants grâce à ce nouvel outil qu'est l'intelligence artificielle, alors que chez nos voisins et voisines du Sud, habitués à cette pratique, cela a été prouvé que les droits humains sont alors bafoués, que les préjugés ainsi que la ségrégation sont exacerbés, etc. Si l'on en reste au Québec, où nous avons encore la chance d'être à part cet imbroglio et honteusement mis en place ailleurs dans le pays, il y a de légères raisons d'espérer également. En effet, s'inspirant du RGPD de l'Union européenne, qui pour l'instant est plus un échec qu'un succès, le gouvernement actuel de la province a l'intention de mettre en place un règlement similaire qui serait potentiellement en vigueur dès 2023 pour remplacer le précédent qui date quant à lui de 1994. Malgré tout, nos employés, les têtes dirigeantes, semblent vouloir nous mener en bateau en faisant une chose et son contraire. Je vais développer. Ils et elles comptent instaurer l'identité numérique, qui consiste en une application sur un téléphone intelligent, avec tous nos papiers et cartes bancaires, en ne rejetant pas le fait de faire affaire avec une compagnie comme Google, par son instauration qui, semblerait-il, deviendra obligatoire dès 2025. Autant dire qu'à ce moment-là, si ils ou elles seront encore au pouvoir, le temps nécessaire au développement d'une technologie de la sorte, que je ne souhaite absolument pas, n'aura jamais pu être suffisant pour le faire dans des circonstances qui pourraient être jugées adéquates. En somme, et je sais déjà que mon propos ne va pas se conclure de la sorte, parce que je ne veux pas vous quitter sur une note aussi négative, cela ressemble presque point pour point, mais chez nous, à Poutine, Vladimir, et non la Poutine, et ses actions pour manipuler la population à partir de 2001, que j'expliciterai éventuellement plus tard, dans un texte dédié au populisme. Il y a de l'espoir tout autour de nous, tant que nous sommes et serons debout. Peu importe que nous soyons en train de nous exprimer sur les réseaux sociaux qui amplifient notre haine. Ce n'est, bien sûr, pas souhaitable, et j'aurais aimé que cela ne voie jamais le jour, que nous conservions nos espaces communautaires pour échanger avec autrui, mais il est trop tard pour changer le passé. Nous ne pouvons qu'influer sur le présent, qui lui-même déterminera notre futur. Le capitalisme de surveillance, qui est en place depuis 20 ans même si on aura pu voir que ses fondations remontent à avant, ne représente rien dans l'histoire de notre espèce, même pas une seconde à l'échelle cosmique, et nous pourrions aussi bien nous en défaire dès demain si nous le souhaitions, si nous saisissions l'ampleur de cette avanie qui empoisonne nos vies. Le temps est venu de la connaissance et de la délivrance. J'ai foi en l'humanité.